Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger ensemble des exercices qui concernent l'ampèremètre et le voltmètre. Alors c'est parti. Donc je vais corriger les exercices dans l'ordre et je vais commencer par le numéro 12. L'idée ici est de se familiariser avec la représentation sous forme de schéma. Par rapport à la manière dont je propose la représentation, tu vois qu'il y a des différences sur, ce que le livre propose. Donc la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter les bornes, comme ceci. Donc ici, je mets des bornes rouges parce que nous allons voir tout de suite qu'il faut un fil rouge sur la borne plus du générateur. Puis, de l'autre côté de l'appareil de mesure, nous rajoutons des bornes qui correspondent à un premier fil noir qui permet de relier à la lampe. Et enfin, entre la lampe et la borne moins du générateur, ici de la pile, nous avons un fil supplémentaire, donc il y a 3 fils en tout. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de déterminer de quel appareil il s'agit. Eh bien, nous voyons que nous avons un circuit en série et nous savons que le seul appareil qui va se placer en série, eh bien, il s'agit de l'ampère-mètre. Donc, nous allons pouvoir rajouter son symbole comme ceci, A. Il s'agit maintenant de préciser les bornes. Alors concernant la borne d'entrée, ce n'est pas obligatoire, mais nous allons le faire ici et la borne d'entrée, j'ai choisi l'entrée 10 ampères. Bien maintenant, éventuellement, on peut choisir l'entrée milliampères. À ce moment-là, nous obtenons l'écriture suivante, milliampères. Concernant la borne de sortie, il n'y a pas d'hésitation puisqu'il n'y a qu'une seule borne, c'est la borne commune à tous les appareils du multimètre et c'est pour cela que nous l'appelons la borne comme borne commune. Il ne nous reste plus maintenant qu'à indiquer le sens du courant. Or, nous savons que dans un circuit électrique avec un générateur de tension continue comme la pile, le courant va sortir par la borne plus du générateur, comme ceci, et va traverser l'ensemble du circuit. On associe un nom, le nom c'est la lettre I pour intensité. Nous pouvons éventuellement rajouter dans chaque partie du circuit le symbole de l'intensité du courant, comme ceci, mais ce n'est pas nécessaire pour deux raisons. C'est que le circuit est en série, et donc nous savons que dans un circuit en série, il y a une seule boucle, et l'intensité du courant est la même partout. Et la deuxième raison, c'est que ça permet d'alléger le schéma. Donc on préférera l'écriture comme ceci, qui est suffisamment complète. Passons maintenant au schéma numéro 2. Eh bien, cette fois, nous voyons que nous avons un appareil en dérivation, donc nous savons tout de suite qu'il s'agira d'un voltmètre. La première chose à faire, c'est de rajouter les bornes, comme ceci, avec un fil rouge sur la borne plus, et puis sur l'entrée du voltmètre, qui se situera du côté de la borne plus, nous plaçons également un fil rouge de manière à repérer correctement la position du voltmètre. Il nous reste à mettre un fil noir sur la borne de sortie du voltmètre et puis évidemment des bornes supplémentaires pour obtenir un fil noir qui revient à la borne moins de la pile. Complétons maintenant le voltmètre avec son symbole, donc la lettre V, puis la borne d'entrée qui est du côté du V. Donc je vous montrerai après comment dessiner la flèche de tension. On la mettra à côté du voltmètre avec le V de la flèche qui est du côté de la borne plus. Et enfin la borne de sortie qui est la borne comme d'habitude. Plaçons donc la flèche de tension aux bornes de la lampe, donc de la manière suivante. Nous mettons la flèche depuis une borne de la lampe jusqu'à l'autre borne de la lampe, c'est-à-dire là où le voltmètre est branché, et puis nous rajoutons le V de la flèche du côté du V du voltmètre, c'est-à-dire du côté de la borne plus. Et il ne nous reste plus qu'à indiquer le nom de la tension aux bornes de la lampe, donc une tension s'indique par la lettre U, et comme il s'agit de la tension aux bornes de la lampe, on peut éventuellement ajouter un petit L pour U indice L, tension aux bornes de la lampe. Il faut savoir que cette écriture, n'est pas, exigible en classe, de 4e, mais néanmoins nous le voyons car ça nous sera très utile pour la suite. Nous pouvons maintenant passer à l'exercice suivant. Le but de l'exercice 13 est de montrer une erreur de branchement très courante chez les élèves. Alors, elle peut survenir en utilisant un voltmètre ou un ampèremètre, donc on va commencer par faire un petit rappel général sur le multimètre.
Multi veut dire plusieurs et mètre, métron en grec veut dire mesure, donc cet appareil permet de mesurer plusieurs grandeurs physiques. Commençons par l'ampèremètre, c'est la zone rose qui est ici, donc le A pour ampèremètre et puis ce petit symbole, un trait avec des petits points veut dire continu, donc c'est pour les grandeurs continues, le courant continu. L'entrée de l'ampèremètre se fait ici, 2 possibilités, soit l'entrée milliampère pour des courants faibles, c'est intéressant parce que c'est précis, ou bien l'entrée 10A, 10 ampères pour des courants plus forts, c'est moins précis, mais l'avantage c'est qu'on est sûr de ne rien abîmer. Donc je reviendrai dessus quand je parlerai des calibres avec le voltmètre. Le choix du calibre se fait ici, là, là, ou bien ici. Puis vient la zone verte, avec ici le symbole du ohm, l'unité de mesure de la résistance électrique, donc il s'agit du ohmmètre. C'est un oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec ici en majuscule. Donc cet appareil, vert permet de mesurer la résistance électrique. Il suffit de brancher un résistor, par exemple, directement sur l'entrée qui se situe ici, pour le ohmmètre et puis la sortie, comme d'habitude, la borne COM, qui est la borne commune à tout le monde, ici. Donc on ne peut pas faire, cela lorsque le résistor, par exemple, est dans un circuit électrique. Il faut l'isoler et le brancher directement sur le multimètre. Puis nous arrivons au voltmètre. Alors en fait, il y a 2 voltmètres. Il y a celui-ci, qui est un voltmètre pour une tension électrique alternative avec cette petite vague, qui veut dire que ça varie au cours du temps, donc c'est les grandeurs alternatives. Et puis celui qui nous intéresse aujourd'hui, le voltmètre pour les tensions continues, avec, le symbole continu qu'on retrouve, entre l'ampèremètre et le voltmètre. Alors ici, l'appareil est réglé sur le calibre 600 volts. Ça veut donc dire puisque le sélecteur est ici, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, l'appareil peut mesurer une tension inférieure ou égale à 600 volts. Calibre 600 volts veut dire je peux mesurer tout ce qui est plus petit que 600 volts. Si je prends ce calibre-ci, je peux mesurer uniquement jusqu'à 20 volts. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, c'est qu'il sera plus précis, j'aurai plus de chiffres après la virgule au niveau de l'affichage que quand j'utilise le calibre 600 volts. Donc la comparaison, ben, c'est comme si tu veux mesurer, une masse. Si tu prends une balance à camion et que tu poses un camion dessus, c'est très bien, parce que la balance est capable de mesurer la masse du camion. Par contre, si tu poses une plume, eh bien, tu n'auras pas une idée très précise de la valeur de la masse de la plume, parce que là, une balance à camion, c'est pas fait pour ça. Par contre, si sur une toute petite balance, tu poses un camion, ça se passe mal. Eh bien, c'est pareil ici. Donc, les grands calibres pour mesurer des grandes valeurs avec une faible précision. Les petits calibres permettent de mesurer avec plus de précision, mais ils sont limités. Le plus petit calibre ici, c'est le calibre 2 volts. Ce calibre est insuffisant. En effet, ici, on a une valeur qui vaut 3,65 volts. Donc le calibre 2 volts ne peut pas mesurer plus que 2 volts, il ne pourra pas mesurer 3,65 volts. Et à ce moment-là, au niveau de l'affichage, on verra quelque chose comme ceci, sur le cadran, je le décris au-dessus, on verra un point, avec un trait comme ça à côté, ou bien il y aura marqué, OL. Ça peut arriver aussi sur certains appareils, on voit marqué OL comme ceci, overload, ça veut dire hors calibre. L'appareil n'est pas capable de le mesurer. Alors pour le voltmètre, ce n'est pas très grave. Par contre, pour l'ampèremètre, c'est grave parce que ça veut dire que le courant qui passe dans le circuit est trop grand. Ça risque de chauffer à cause de l'effet Joule et de brûler. C'est pour ça qu'il y a un fusible à l'intérieur et c'est pour ça que pour le calibre milliampère, il y a un fusible de protection. Mais il ne faut pas se tromper, hein. Ici, il y a marqué non protégé pour 10 ampères. C'est protégé pour milliampères, mais si on met un courant trop fort, le fusible grille et l'appareil n'est plus utilisable. Il faut changer le fusible. Si je résume, après avoir fait un peu de nettoyage, le calibre le plus intéressant pour mesurer une valeur de l'ordre de 3,65 volts, c'est le plus petit calibre qui est utilisable. Le plus petit est 2, mais il n'est pas utilisable, il est trop petit, et donc le meilleur choix de calibre sera le calibre 20 volts. Les autres sont utilisables, mais les valeurs seront moins précises. Et pour finir, pour le voltmètre, l'entrée se fera ici, sur la borne V, et la sortie, comme d'habitude, sur la borne COM. Et donc nous brancherons les 2 fils comme ceci, le fil rouge sur la borne V et le fil noir sur la borne COM. Le schéma du montage sera donc le suivant: le voltmètre placé en dérivation aux bornes de la lampe pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, l'entrée du voltmètre avec un fil rouge
sera du côté du fil rouge du générateur, c'est-à-dire du côté de la borne plus, et le V de la flèche sera du côté du V du voltmètre, pointé vers la borne plus. Et puis, de l'autre côté, la borne COM, avec son fil noir, coïncidera avec le fil noir de la borne moins du générateur. Voici donc le montage final, bien réalisé. Mais parfois, les élèves font un branchement un peu différent, par exemple celui-ci. Qu'est-ce qui a changé cette fois? Eh bien, tout simplement, le voltmètre a été branché dans l'autre sens, avec la borne V du côté du moins du générateur et la borne COM du côté du plus. Eh bien, comme le V de la flèche va du côté du V du voltmètre, nous avons donc la flèche de tension qui est dans l'autre sens. Et donc, au lieu de mesurer la tension UL aux bornes de la lampe, nous allons mesurer la tension moins UL, toujours aux bornes de la lampe, mais avec les bornes inversées. Et nous obtenons donc la valeur moins UL. Et donc, ceci explique qu'au lieu d'obtenir le moins 3, enfin, au lieu d'obtenir 3,65 volts, nous obtenons moins 3,65 volts. C'est l'erreur de Thomas. Alors avec un appareil numérique, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que au lieu d'afficher une valeur, ben, il met un petit moins devant. Mais sur certains appareils, qu'on appelle les appareils analogiques avec des aiguilles, au lieu d'être des appareils numériques avec des nombres, eh bien ça pose problème. Voici pourquoi. Ces appareils sont basés sur le principe de la déviation de l'aiguille. C'est le principe du galvanomètre que tu as vu dans la dernière évaluation. Galvanomètre qui a été inventé à l'époque de Ampère. Eh bien, quand cette aiguille est déviée, son fonctionnement normal, si un courant apparaît ou une tension électrique apparaît, eh bien, cette aiguille va être déviée dans ce sens, comme ceci. Mais si tu branches l'appareil à l'envers, eh bien, l'aiguille va vouloir partir dans l'autre sens, comme ceci. Sauf que, tu t'en doutes, il existe une butée ici qui empêche qui empêche l'aiguille de partir de l'autre côté puisqu'il n'y a pas la place pour. Donc l'aiguille va taper contre la butée, va rebondir dessus et ça abîme l'appareil. Donc sur un appareil, analogique, il est vraiment très important de ne pas se tromper de sens. Dernier point, tu constates que sur la photo du multimètre CL1, eh bien, alors que la tension mesurée vaut 0, il y a un signe moins, ce qui peut paraître étrange. Donc voici le signe moins. Alors, cela vient tout simplement du fait que quand l'appareil est branché sur rien, il mesure une tension nulle, mais il y a malgré tout des variations infimes. Et quand ces variations sont positives, ça indique 0, mais quand elles deviennent négatives, le moins apparaît. Donc quand l'appareil est allumé, mais qu'il n'y a rien de branché dessus, on voit devant les zéros parfois un petit clignotement de moins qui apparaît ou qui disparaît tout simplement. Alors, si nous résumons ce qu'il y a à retenir, eh bien, c'est que pour ne plus faire d'erreur, quand tu places ton voltmètre en dérivation, il faut que le V du voltmètre soit du côté du fil rouge ici, avec un fil rouge ici, et du côté de la borne plus du générateur. Et puis l'autre borne du voltmètre, la borne de sortie qui est la borne commune ici, doit être placée du côté du fil noir, qui lui-même est placé du côté du fil noir de la borne moins du générateur. Et donc si tu fais ça, il n'y a plus d'erreur possible. C'est vrai évidemment pour l'ampèremètre aussi, sauf que l'ampèremètre se place en série. Pour l'exercice 14, je vais donner quelques indications orales et quelques compléments écrits, et ça sera à toi de refaire les schémas comme il est indiqué. Commençons par le circuit numéro 1. Donc tu rajouteras les bornes ainsi que les fils rouges, les fils noirs. Donc tu verras que a priori pour ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'appareil de mesure est un voltmètre, donc évidemment, première chose à faire, vérifier qu'il est placé en dérivation aux bornes de la lampe. Donc c'est le cas ici, bien qu'il faille, préciser les bornes de la lampe et d'ailleurs les bornes de tous les appareils en général. Bien, maintenant la question est de savoir s'il est branché dans le bon sens et sur les bonnes entrées. Alors concernant les entrées, eh bien nous voyons que ici pas de souci, là c'est l'entrée V, qui est bien placée du côté de la borne plus, donc jusque là tout va bien. Par contre, au niveau de la sortie, clairement, il y a une erreur ici, puisqu'on ne va pas sur la sortie milliampères, mais sur la sortie commune, la borne com. Donc il faudra corriger ici la borne com. Ça nous donne ceci, et à toi de compléter le reste du schéma. Le circuit numéro 2. Là, il y a une grossière erreur, puisque nous avons un voltmètre qui est placé en série dans le circuit. On voit bien qu'il n'y a une seule boucle. Donc là, tu as deux manières de faire. Soit tu considères que
Le montage est bon, c'est-à-dire que c'est un circuit en série, auquel cas il faut corriger la faute. L'appareil n'est pas le voltmètre, mais il s'agit de l'ampèremètre, où l'on remplace la lettre V par la lettre A, puis l'entrée V par l'entrée MA pour milliampères, ou bien l'entrée 10A ou éventuellement 20A suivant le modèle. Le circuit numéro 3, tout est en ordre, si ce n'est qu'il manque les bornes et les couleurs des fils, sinon pas de souci. Et enfin, le circuit 4, l'appareil est placé en dérivation, donc il ne peut pas s'agir d'un ampèremètre. Il s'agit évidemment d'un voltmètre, donc il faut le corriger. L'entrée V, c'est bon, la sortie COM, c'est bon, donc il y a uniquement la lettre à corriger ici, comme ceci. Voici. Alors, une petite remarque quand on place les appareils de manière incorrecte. Alors, si on place un ampèremètre en dérivation, comme ceci, c'est une situation qui est grave. Pourquoi? Parce qu'un ampèremètre se comporte comme un fil. En effet, il ne doit pas modifier l'intensité du courant quand il est placé correctement en série, donc il ne doit pas avoir de résistance interne, de manière à ne pas modifier le courant. Donc, c'est comme si on plaçait un fil ici, c'est-à-dire c'est comme si on faisait un court-circuit. On va court-circuiter la lampe et au passage le générateur. Le courant va devenir très grand et on va griller le fusible de l'ampèremètre si on est sur un calibre milliampère et on va abîmer l'ensemble du circuit si on est sur un calibre 10 ampères où c'est le générateur qui risque de souffrir. La lampe étant court-circuitée, il ne lui arrive rien de spécial. Si on place un voltmètre en série, c'est moins grave, ça ne fonctionne pas, mais c'est moins grave. Pourquoi? Parce que le voltmètre, lui, au contraire, se place normalement en dérivation, comme dans le circuit 3, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de courant qui va partir dedans, il a une résistance interne qui est énorme, comme un isolant, et donc le courant ne va pas rentrer dedans. Et donc, ça veut dire qu'il se comporte comme un excellent isolant, disons comme l'air. Donc c'est comme si, en le mettant en série, on mettait de l'air à la place, c'est-à-dire que le circuit était ouvert. Le courant électrique va être nul, il n'y aura plus de courant dans le circuit, on ne mesurera plus rien du tout, mais on n'abîme rien dans le montage. Donc il faut se souvenir que le voltmètre se place en dérivation. Si on le met en série, eh bien ça ne fonctionne pas, on ne trouve rien, mais ce n'est pas très grave. Par contre, l'ampèremètre doit se placer impérativement en série, comme dans le circuit numéro 2, et si on le met en dérivation, comme dans le circuit numéro 4, on provoque un court-circuit, ce qui est grave à la fois pour l'appareil, mais aussi pour le générateur. Le dernier exercice de cette page, l'exercice 15, traite d'un point que je n'ai pas évoqué en cours. Il s'agit de ce qu'on appelle les grandeurs nominales. Donc, je vais, t'expliquer maintenant de quoi il s'agit. Prenons l'exemple de cette, lampe à incandescence. Eh bien, tu peux constater que sur le culot de la lampe, il y a des indications qui sont notées. Ces indications sont placées là par le constructeur qui va indiquer ici 3,5 volts et 0,2 ampères. C'est ce qu'on appelle la tension nominale pour 3,5 volts et l'intensité nominale pour 0,2 ampères. Nous avons donc deux grandeurs nominales, l'intensité nominale qu'on écrit I nom et la tension nominale qu'on écrit U nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces grandeurs? Eh bien, la tension nominale, c'est la tension qu'il faudrait donner à la lampe pour qu'elle fonctionne normalement. C'est-à-dire que si vous la mettez dans un circuit avec un générateur qui délivre une tension de 3,5 volts, cette lampe brillera correctement, ni trop faiblement, ni trop fortement. Et I nom est l'intensité nominale, c'est l'intensité du courant qui devrait traverser la lampe pour qu'elle fonctionne correctement. Si elle est traversée par un courant qui vaut 0,2 ampères, elle brillera correctement. Si ce n'est pas le cas, ça se passera autrement. Si le courant est beaucoup plus fort, le filament va chauffer très fort et va griller, la lampe va griller. Si au contraire le courant est beaucoup trop faible, eh bien le courant sera insuffisant pour que le filament chauffe et donc la lampe va briller faiblement, voire même ne va pas briller du tout, bien qu'elle soit traversée par un certain courant. Nous allons résumer tout cela sur un schéma qui suit. Voici un circuit simple avec un générateur, la borne plus ici représentée à droite, c'est un circuit série dans lequel nous avons juste un générateur et une lampe. Si nous voulons mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe, nous plaçons l'ampèremètre en série avec l'entrée de l'ampèremètre ici. On aurait pu marquer MA ou 10A, mais ce n'est pas obligatoire puisque l'indication de la borne COM suffit à savoir que l'ampèremètre est orienté dans le bon sens. Le courant électrique sort par la borne plus du générateur.
Je l'ai appelé I pour l'intensité, je l'ai dessiné en vert. Il traverse l'ampèremètre, il arrive ici et évidemment, il va aller dans la lampe. Il ne partira pas dans le voltmètre puisque un voltmètre, c'est comme un circuit ouvert, ça a une résistance, qui est, quasiment infinie. Donc tout le courant va traverser la lampe. Et puis je vais mesurer la tension entre les 2 bornes de la lampe, donc je place le voltmètre en dérivation, avec l'entrée V du voltmètre ici, du côté de la flèche et du côté de la borne plus, et le talon de la flèche du côté de la borne com, avec des fils noirs qui vont à la borne moins. J'appelle la tension aux bornes de la lampe U. Alors, dans la pratique, la lampe va être traversée par un courant I et va être soumise à une tension U. Et nous allons comparer cela à ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne correctement, c'est-à-dire ce que le constructeur a indiqué, c'est-à-dire les valeurs nominales. Voici le cas de figure idéal. Si l'intensité du courant qui traverse la lampe correspond à l'intensité nominale, c'est-à-dire si, par exemple, pour cette lampe, elle est traversée par un courant réel I, dessiné en vert, qui correspond à l'intensité nominale donnée par le constructeur, alors la lampe fonctionne correctement, puisqu'elle reçoit ce dont elle a besoin. On dit qu'il y a bonne adaptation. On peut aussi le faire à partir de la tension. Si la tension U réelle à laquelle est soumise la lampe est égale à la tension qu'il faudrait lui donner, c'est-à-dire ici U norme égale 3,5 volts, alors la lampe fonctionne correctement. C'est une bonne adaptation. Par contre, si le courant reçu réellement par la lampe, le I indiqué en vert, est beaucoup plus grand que l'intensité nominale que la lampe devrait recevoir pour fonctionner correctement, alors nous sommes dans le cas que j'indiquais tout à l'heure, la lampe va griller, on dit qu'il y a surintensité. Et de la même manière, si on soumet la lampe à une tension U réelle en fonction du générateur, puisque c'est le générateur qui impose la tension, si cette tension U réelle est beaucoup plus grande que la tension nominale qu'il faudrait fournir à la lampe pour qu'elle fonctionne correctement, elle va se retrouver en surtension et elle risque également de griller. Enfin, au contraire, si on donne une intensité ou une tension qui sont trop faibles, à ce moment-là, on dit qu'il y a sous-intensité, avec un trait d'union, attention à l'orthographe, et sous-tension. Prenons l'exemple, si vous avez un aspirateur à la maison et que, au lieu de le brancher sur le secteur qui va lui donner une tension de 230 volts, vous lui donnez la tension d'une pile de 4,5 volts, eh bien, ça ne va pas abîmer l'aspirateur, parce qu'il va recevoir une tension très très faible, mais ça ne suffira pas pour qu'il fonctionne normalement. Il faudra lui donner 230 volts. Inversement, si vous prenez cette petite lampe-là, qui a besoin de 3,5 volts, et que vous la branchez sur le secteur, qui va lui donner 230 volts, c'est très dangereux, elle va griller instantanément, avec des risques électriques et des risques à la personne, puisqu'il y aura une énorme surintensité. Normalement, le disjoncteur devrait couper l'alimentation pour éviter les accidents domestiques, enfin les accidents de matériel et surtout les accidents à la personne, c'est-à-dire les risques d'électrisation, être traversé par un courant et d'électrocution, en mourir. Finalement, nous n'avons toujours pas répondu à la question de l'exercice et c'est ce que nous allons faire maintenant. Cet exercice parle des grandeurs nominales, mais le but de l'exercice est tout simplement de comparer des multiples, des sous-multiples, puisque la grandeur donnée ici, l'intensité nominale, est écrite 0,35 ampères pour une lampe et 100 milliampères pour une autre lampe. De la même manière que pour celle-ci, c'est 0,2 ampères. Donc ici, il s'agit simplement d'une conversion, comparer 2 nombres dont l'écriture, de l'unité de mesure est différente entre ampères et milliampères. Sur ce point, je te renvoie au tableau de conversion d'unités où j'ai fait des vidéos dessus. Cette conversion d'unité peut s'écrire donc de 2 manières suivantes. Nous avons 0,35 ampères, ce qui vaut 350 milliampères. Et à ce moment-là, nous voyons bien que 350 milliampères est supérieur à 100 milliampères, donc 0,35 ampères est supérieur à 100 milliampères. Deuxième manière de faire, au lieu de convertir tout en milliampères, comme dans la première ligne, on va convertir tout en ampères. 100 milliampères, ça vaut 0,1 ampère, et donc 0,35 ampères est supérieur à 0,1 ampère. Bien évidemment, le résultat final est le même, 0,35 ampères est supérieur à 100 milliampères. Et donc la réponse à la question, c'est la lampe qui possède la tension nominale U égale 0,35 ampères qui possède la plus grande intensité nominale.
Dans la pratique, ça veut dire que pour qu'elle fonctionne correctement, il faudra lui donner une intensité supérieure à celle de l'autre lampe qui est de 0,1 ampère. Donc il faudra un courant plus fort dans le circuit pour que la lampe de tension nominale 0,35 ampères brille correctement. Quant à savoir si elle brille plus fort, eh bien ça dépendra du type de lampe et si c'est des lampes du même type, alors celle qui a l'intensité nominale, la plus grande brillera probablement plus fort, mais ce n'est pas si évident a priori. Si tu compares, actuellement les lampes par exemple, de type, diode électroluminescente, LED en anglais, ou bien les lampes dites basse consommation, eh bien elles obtiennent des résultats, en termes d'intensité lumineuse, je dis bien intensité lumineuse, qui sont beaucoup plus satisfaisants que les lampes à incandescence. La raison, c'est qu'une lampe à incandescence transforme une grande partie de l'intensité du courant qui la traverse, donc de l'énergie électrique, en énergie thermique, c'est-à-dire qu'elle chauffe beaucoup, et une plus faible partie en énergie lumineuse. Tandis que d'autres types de lampes ont un meilleur rendement et transforment l'essentiel de l'énergie électrique en énergie lumineuse. Donc, quand tu vois 2 lampes qui brillent de la même manière ou bien qui brillent de manière différente, si tu ne sais pas si ce sont des lampes identiques ou pas et que tu ne connais pas leur grandeur nominale, tu ne peux pas savoir laquelle est traversée par le courant le plus fort. Voilà, je pense qu'avec, cette, série d'exercices, bien détaillés, tu as de quoi faire et de quoi attaquer des problèmes plus compliqués et donc, prépare bien tout ça pour la prochaine évaluation. J'espère que tu as tout compris.